Dernière session de la journée et non la moindre. Alors que ses pères fondateurs nous promettaient un espace de liberté et d'échanges horizontaux, Internet a peu à peu été, vous le savez, phagocyté par des forces économiques centralisatrices jusqu'aux plateformes contemporaines que l'on connaît par cœur et qu'on a beaucoup évoqué cet après-midi, vous vous en souvenez. Partant de ce constat, Tristan Nitto appelle à déconstruire les architectures toxiques qui nous entourent et à redevenir propriétaires de nos données. C'est un vaste programme. Merci de l'accueillir chaleureusement. Tristan Nitto, directeur général de Quant. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ben voilà, je m'appelle Tristan Nitto et je viens vous parler de décentralisation d'Internet. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé le pire pour la fin, en fait, parce que c'est la fin de journée, et parler d'architecture des systèmes d'information comme ça un vendredi soir sur le coup de 19h, c'est quand même un peu raide. Pourquoi est-ce qu'il faut redécentraliser Internet? C'est là le sujet. Vous allez voir, il y a un vrai sujet. C'est un sujet finalement politique, sociétal. C'est rien de moins que le futur de notre démocratie. Alors, qui je suis? Ben voilà, j'ai travaillé chez Mozilla, chez Quant, j'ai écrit un livre, travaillé au CNUM et à la CNIL. Et pour commencer, je vais vous parler de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur du web. Un type extraordinaire. Seulement, s'il a fait quelque chose que je pourrais lui reprocher, ce que je ne peux pas, pour moi c'est un héros, mais il a inventé le web dans un laboratoire et inévitablement, il n'a pas pensé à quelque chose qui allait arriver quand son invention sortirait du laboratoire. C'est que, au laboratoire, les gens qui se servent de l'outil, ils sont tous payés. On n'a pas besoin de se poser la question de la monétisation, de qui crée, qui consulte. Tout le monde est payé, tout va bien. Et quand ça sort du labo, là, par contre, on a un problème. Le problème, on continue de se le traîner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de modèle de monétisation, de modèle d'affaires pour le web. Et donc, il a fallu trouver une solution. Cette solution est illustrée par ces deux vaches. Alors, en l'occurrence, ce sont des vaches à viande, mais on va imaginer pour une seconde que ce sont des vaches à lait. Et ce sont deux vaches qui discutent. Et pourquoi je vous parle de vaches? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas comment les entreprises qui fournissent des services gratuits les fournissent, comment ils peuvent les fournir gratuitement. Et ils pensent, ces individus, qu'ils sont les clients de ces grandes entreprises, de ces Google, de ces Facebook. Et à ce moment-là, c'est là que je leur parle de ces vaches. Ces deux vaches qui sont dans le pré, qui discutent, et la première dit « J'adore cet endroit parce qu'on est nourri gratuitement ». Et la deuxième répond « Ben oui, non seulement on est nourri gratuitement, mais en plus on est logé gratuitement, c'est formidable ». Et en fait, la légende de cette photo, c'est deux vaches discutant du modèle gratuit d'Internet. Parce que je leur demande aux gens qui me disent qu'ils sont clients de ces Google et Facebook, je dis « Mais c'est quand la dernière fois que vous avez envoyé un chèque pour l'abonnement Facebook ?» Probablement jamais. Est-ce que vous croyez de la même façon que les vaches sont clientes du fermier? Là, ils commencent à comprendre. Ah ben non, les vaches... Enfin, il y a une fois, un type il m'a dit « Ah si, les vaches sont clientes du fermier. » Je crois que, bon... Mais sinon, personne n'a osé me la faire, quoi, celle-là. Parce que les vaches, évidemment, ne sont pas cliente du fermier. Le client du fermier, c'est la coopérative laitière, c'est Lactalis, c'est ceux qui viennent acheter le lait des vaches. Et vous allez voir, en fait, nous, on est le bétail de ces grandes plateformes. Voilà à quoi ressemble vraiment le business model du web aujourd'hui. Vous avez ici un utilisateur ou une utilisatrice qui vient chercher du plaisir ou de l'utilité. C'est sympa. Pourquoi est-ce qu'on va sur Google, sur Facebook? Soit parce que c'est sympa, il y a des photos de chatons, des vidéos de bébés, machin, etc. Soit c'est utile. Je vais sur Google Maps, parce que je trouve mon chemin pour venir. Et donc, ils retirent ce plaisir, cette utilité, mais en échange, ils fournissent du contenu. Quand on y pense, si les gens ne fournissaient pas du contenu, Facebook, ça serait vide. Si les gens ne faisaient pas des sites web, Google, le moteur de recherche Google, il serait vide. Il n'y aurait rien. Et aussi, ils fournissent des données personnelles, et ça, ils ne se rendent pas compte. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que la donnée, c'est invisible, c'est transmis de façon invisible. Pourtant, la donnée, elle est réelle, elle existe vraiment. Et donc, en fait, la deuxième partie qu'on ne voit pas, ou qu'on ne réalise pas, qu'on devrait voir, du business model, c'est là où est le vrai argent, c'est l'annonceur publicitaire. C'est celui qui veut passer de la publicité. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'il achète auprès de la plateforme? C'est une audience
ciblés. C'est ça qu'il achète. Et ça, c'est tout le problème de l'Internet aujourd'hui, c'est que pour fournir des services à ces gens-là, on prend de l'argent à ces gens-là. Ça, c'est la vache, et ça, c'est la coopérative laitière. Et ça implique qu'on centralise tout ça et qu'on prend un maximum de données aux utilisateurs. Parce que la publicité, elle est ciblée. Pour pouvoir cibler, l'annonceur, il paye cher parce que la publicité est ciblée. Et ciblée, ça veut dire que la plateforme sait tout sur tout le monde. Ce qu'on aime, ce qu'on achète, où on va, avec qui on parle, etc., etc. Voici un exemple. Comment est-ce que Google prend vos données personnelles? Eh bien, il vous donne en fait des services qui sont listés ici et là, des services ou des logiciels qui sont en fait des chevaux de Troie. Il vous les donne gratuitement, on a l'impression que c'est des cadeaux, mais en fait, c'est là pour pomper vos données. Maps, ça active votre GPS. Votre GPS, il vous suit à la trace. Ça permet de savoir par où vous passez et vous faire des offres qui sont là, dans les endroits où vous passez. Gmail, c'est pour vous suivre, pour savoir que c'est la même personne qui utilise un smartphone d'un côté et un PC de l'autre. Finalement, c'est la même personne, c'est le même profil publicitaire. Les contacts pour savoir qui vous fréquentez. Search, ce qui vous inquiète, ce qui vous trotte dans la tête. L'agenda, le drive, etc. Évidemment, Google Chrome est là aussi pour surveiller où vous allez sur Internet, combien de temps vous passez sur les pages web. Et tout ça, c'est packagé dans Android pour que vous ayez tout ça dans votre poche. Facebook, c'est une méthode un petit peu différente. Ça, c'est une copie d'écran de Facebook quand j'installe Facebook sur un téléphone Android. Et là, on se demande pourquoi est-ce que pour accéder à Facebook, il a besoin d'activer mon GPS, lire mes textos et savoir qui sont mes contacts. Vous voyez, déjà, il y a un truc chelou quand même dans cette histoire. Hein. Là, je vous parle d'un type assez extraordinaire, c'est Edward Snowden. Edward Snowden, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Mémoire vive, qui est passionnant. En fait, il explique qu'il y a une agence de surveillance américaine qui s'appelle National Security Agency. Et Snowden, il explique, c'était son employeur, hein, et c'est un lanceur d'alerte, il ne supportait pas que la NSA en fait, fasse des choses qui étaient illégales et contraires à la Constitution américaine. Et donc, il a sorti des tas de documents, littéralement des centaines de milliers de documents confidentiels de la NSA. Et quand on épluche ces documents, on voit que la NSA a intérêt à... Son métier, fondamentalement, c'est d'espionner absolument tout le monde. Y compris ici à Toulouse, et surtout ici à Toulouse, des gens qui travaillent chez Airbus. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de l'océan, il y a Boeing, et ça, c'est une valeur importante pour les Américains de s'assurer que Boeing remporte les marchés. Et donc, voilà, tout le monde, y compris ici à Toulouse, chez Airbus, est potentiellement sous surveillance de la NSA. Et s'il fallait résumer, en fait, les propos de Snowden et ce que donnent ces révélations dans tous ces documents, c'est très simple. C'est qu'en fait, cette centralisation des données, toutes ces données qu'on met dans les mains de quelques géants, eh bien, c'est ça qui rend économiquement possible la surveillance de masse. La NSA veut surveiller tout le monde, mais c'est compliqué de mettre des micros chez tout le monde, de surveiller tout le monde. Mais si nous, activement, on met tous 100, 200, 1000 euros dans un smartphone qui collecte nos données, nos déplacements, avec des micros, des capteurs, etc., et que tout ça, on le met dans des data centers de quelques entreprises américaines, tout d'un coup, eh bien, ça devient infiniment plus simple pour la NSA de surveiller tout le monde. Le problème, c'est quand on se sait surveiller, on a tendance à s'auto-censurer. Ça, c'est Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, c'est un journaliste et c'est lui qui a reçu les révélations d'Edward Snowden. Il a fait une excellente conférence TED que je vous encourage à regarder, qui est sous-titrée, qui est traduite en français. Son adresse est ici en bas. Mais en gros, il dit l'intérêt de surveiller les gens, c'est que ça les pousse à se conformer à la norme. Et donc, dès qu'on se sait surveiller, on modifie notre comportement parce qu'on sait qu'on est surveillé et donc jugé.
Et ça, c'est pas juste une idée, hein. Il y a des philosophes français, Foucault, Deleuze, qui ont travaillé sur ces sujets, qui expliquent ça. Et c'est pour ça qu'en Allemagne de l'Est, il y a 30 ans, il y avait encore la Stasi, qui faisait que les gens se surveillaient mutuellement, parce que ça permettait de maintenir l'ordre social. Les gens étaient tous malheureux, mais il n'y en a pas un qui osait bouger une oreille, parce qu'ils étaient sous surveillance. Et ça se mesure. Ça, c'est la mesure d'audience des pages de Wikipédia. Mais un sous-ensemble des pages de la Wikipédia américaine, celles qui portent sur le terrorisme. Et on voit que les gens vont de plus en plus sur Wikipédia s'intéresser au terrorisme. Et c'est bien, c'est important de comprendre pourquoi il y a des terroristes, à quoi ils croient, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quels sont leurs projets, comment ils procèdent. C'est bien, c'est complémentaire des informations qu'on va voir à la télé. Et donc les gens surveillent de plus en plus ces pages Wikipédia. L'audience monte, c'est ce que montre cette barre noire. Ça monte jusqu'au jour où il y a les révélations Snowden dans la presse. Là, les Américains réalisent qu'ils sont sous surveillance. Et du jour au lendemain, moins 20%. Et ça descend. Ils n'osent plus aller sur Wikipédia, ce qui était légal avant, ce qui est légal après les révélations Snowden. Ils n'osent plus visiter ces pages-là de Wikipédia de peur d'avoir une cyber-rafle, d'être devenu louche aux yeux du gouvernement. Les mauvaises langues diront que c'est juste après qu'ils ont élu Trump. Comme quoi, c'est important d'avoir des citoyens qui sont bien informés et pas sous surveillance. Alors en fait, tout ça, ça pose deux questions. Premièrement, est-ce qu'il faut se résigner face au capitalisme de surveillance? C'est ça, cette centralisation des données, ça donne des entreprises qui sont richissimes, hein, on le sait, hein, parmi le top 5 des capitalisations boursières, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils sont dans ce business du capitalisme de surveillance. Est-ce que c'est la seule façon de faire du numérique? Moi, je pense que non. Je le sais parce que je suis informaticien, ça fait 30 ans que je suis sur Internet, et je sais qu'on peut faire autrement. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on veut que la France soit la colonie numérique des États-Unis ou de la Chine? Parce qu'on a un problème. Le numérique, ça touche tous les secteurs de notre vie, tous. Hein. Depuis, je prends mon GPS pour me trouver un endroit, jusqu'à je prends mon GPS pour trouver l'âme sœur. Vous voyez? Pas le GPS, mais une application. Donc voilà, le numérique, il est absolument partout. Il ne faut pas laisser ça aux mains des Américains. Alors moi, je travaille dans une boîte qui s'appelle Quant, qui est un moteur de recherche qui est français, à destination européenne. Et nous, on s'est dit, on veut faire un moteur de recherche pour concurrencer Google, mais on va le faire avec des valeurs européennes, éthiques, et donc on ne va pas surveiller nos utilisateurs. Et le premier truc que vous remarquez quand vous allez sur quant.com faire une recherche, c'est qu'on ne vous demande pas de mettre un cookie, on ne vous demande pas d'accepter une cookie policy, parce qu'on ne met pas de cookie, du tout. Quant, c'est comme un guichetier amnésique. Il sait tout sur tout, mais quand vous arrivez, vous lui posez une question, la seconde d'après, il vous a oublié. Et c'est ça qui est essentiel. On fait aussi Quant Junior, qui est pour les enfants, de 6 à 12 ans. Quant Junior, donc, les enfants posent des questions, mais il y a un certain nombre de choses pour lesquelles ils n'auront pas de réponse. S'ils demandent des photos de terrorisme, eh ben, ils n'en auront pas. Voilà, par exemple, la terrorisme, image, le petit dinosaure vient de dire qu'il ne trouve pas. Puis il trouve de quoi faire des activités, apprendre, etc. En quelques chiffres, bon, je vais aller plus vite, mais voilà, on a des actionnaires français et allemands. On a notre propre index. Ces deux-là, je vous les garde pour les questions-réponses. On fait Quant Maps, qui est donc une cartographie qui ne vous surveille pas non plus, et ça aussi c'est très important. Et maintenant, j'aborde ce problème de comment est-ce qu'on peut concilier de la vie privée et de la personnalisation. La vie privée en ne collectant pas de données, et ça passe par la décentralisation d'Internet. Nous, on a un souci chez Quant. Comme on ne collecte pas de données sur les gens, on ne connaît pas les personnes, et comment voulez-vous personnaliser les résultats si on ne connaît pas les personnes? Ça, c'est un problème. Et je vais vous expliquer comment on fait. Mais avant, je vais vous présenter encore un de mes héros, qui s'appelle Lawrence Lessig, qui est un professeur de droit constitutionnel américain, qui est un type extraordinaire, qui a écrit il y a bien longtemps, en 1999, un article qui est toujours d'actualité, qui expliquait, cet article s'appelait Code is Law, le code c'est la loi,
Donc ça, c'est son premier propos, le code, c'est la loi. Celui, dans un monde numérique, la personne qui écrit le logiciel, en fait, prend des décisions pour l'utilisateur sans que l'utilisateur s'en rende compte. Si vous utilisez un traitement de texte et que ce traitement de texte ne permet pas d'enregistrer dans tel format, ne permet pas, par exemple, d'exporter en PDF ou ce genre de choses, ça peut être une décision du développeur qui a décidé que ça ne l'intéressait pas que vous génériez du PDF. Il y a des tas de choses, en fait, on le voit. Parfois, je vais sur des sites web des journaux, et à chaque fois, il y en a qui me disent « Installez notre application ». Mais je ne veux pas, moi. Je veux juste accéder à l'article. Non, non, mais installez notre application. Il pourrait mémoriser qu'à chaque fois, je réponds non. Mais il ne veut pas. Vous voyez et ça, c'est quelque chose d'important, c'est de comprendre que les gens qui font les logiciels ont pris des décisions pour vous et vos intérêts ne sont pas toujours complètement alignés avec ces personnes. Et la deuxième chose qu'il a dit, Lawrence Lessig, c'est que « architecture is policy ». L'architecture, la façon dont on fait l'architecture des systèmes d'information, dont on fait l'architecture concrètement de l'Internet, eh bien, c'est comme si on faisait de la politique. L'architecture, c'est décider où sont les données des gens. C'est décider où sont les logiciels des gens. Qui fait les logiciels, qui a le pouvoir de changer le logiciel. Prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous êtes développeur ou que vous utilisez un logiciel qui est fait par un ami qui est développeur. Il fait un logiciel pour vous, il vous le donne. Ça ne vous plaît pas, vous allez le voir, vous dites « Excuse-moi, tu vois ce truc-là, j'aimerais bien pouvoir exporter en PDF, par exemple. » Et il dit « Bah ouais, tiens, je vais te le faire. » Et il vous le fait parce que c'est un copain ou parce que c'est quelqu'un dont vous êtes le client, c'est un fournisseur. Il vous le fait et vous avez le contrôle de ce que vous pouvez faire avec l'outil qui vous est fourni. Un autre exemple, Gmail. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas dans Gmail, pendant des années chez Google, avec Gmail, ils lisaient vos mails. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Rien. Vous pouvez abandonner éventuellement le service, mais la marge de négociation, elle est complètement nulle. Vous n'avez pas le contrôle du logiciel et donc ce qui décide de leur côté, qui n'est pas dans votre intérêt, va vous poser un problème. C'est ça, Architecture is Policy. L'endroit où se trouve le logiciel, sur votre ordinateur, ou bien sur un serveur, ou bien dans Internet, dans le cloud, eh bien, c'est ça qui détermine qui a le pouvoir du numérique aujourd'hui. Ça, je conçois que ça soit un petit peu compliqué à comprendre, surtout un vendredi soir à 19h, mais c'est essentiel, parce que c'est ça la question. Nos libertés. Qui détient le pouvoir des outils sur nous? Est-ce que c'est moi qui contrôle l'outil, ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, ce n'est pas une question qu'on se pose quand l'outil vous est offert. Oh ouais, vas-y, prends Chrome, c'est sympa, c'est gratuit. Oui, mais je peux faire ce que je veux avec ou pas? Oui, du moment que c'est moi qui décide. Vous voyez? Alors, dans les années 2000, en fait, on a eu cette optique de centralisation des données. Les gens utilisaient, voilà, ils ont des appareils et qui se connectent à Internet, qui se connectent à un serveur, et ce serveur, typiquement Gmail par exemple, il a vos données utilisateurs. Alors, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on peut passer d'un ordinateur à l'autre et consulter ces Gmail. Génial, puisqu'en fait, il n'y a rien dans les ordinateurs, tout est dans le serveur de l'entreprise que vous utilisez. Super pratique. Sauf que ça veut dire qu'il contrôle tout. Sur vous, vos données, s'il décide de vous virer, vous perdez tout. C'est arrivé, il y a des gens qui ont perdu leur profil Facebook ou profil Google. Ils avaient toute leur vie dedans, ils se sont retrouvés enfermés de la partie numérique de leur vie. L'horreur. L'horreur. Et ils n'avaient pas de sauvegarde puisque les données n'étaient pas sur leur machine. Et donc, c'est ça qui est possible aujourd'hui et que trop peu de gens comprennent, c'est qu'il est possible de changer l'architecture d'Internet. Le modèle, à ce moment-là, il est celui-là. Un serveur, excusez-moi, il manque une flèche ici, mais les gens se connectent toujours au serveur, par exemple celui de Quant, ils posent des questions à Quant qui donnent les résultats. Mais on va mettre les données utilisateurs localement sur leur ordinateur ou sur leur téléphone mobile. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec Quant Maps. Comment est-ce qu'on peut faire une carte qui est utile aux gens, mais sans savoir rien sur les gens?
C'est la méthode qu'on fait. On fait un logiciel qui s'appelle Mask. Ce logiciel, il stocke les données de l'utilisateur localement. Et donc, quand on va sur Quant Maps, on y va, on dit juste, je veux une carte du coin où je suis, par exemple Toulouse. Il ne sait pas qui je suis, il sait juste que je suis à Toulouse, donc il m'envoie une carte de Toulouse. Et localement, mon ordinateur, il va prendre les données qui sont sur cet ordinateur ou qui sont dans mon smartphone, il les prend et il fait comme un calque, vous voyez le papier calque pour les dessiner, par-dessus la carte, et il va poser les points d'intérêt, les endroits que j'ai recherchés par le passé. Donc ça veut dire que le serveur de compte, il ne voit rien de tout ça. Lui, il a envoyé à quelqu'un qui ne connaît pas une carte vierge sur laquelle, localement, votre ordinateur, votre smartphone rajoute comme un système de calque virtuel vos points d'intérêt, les endroits qui vous intéressent et que vous avez visités par le passé. Comme ça, vous avez de la personnalisation sans pour autant que vous soyez connu en tant que personne. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça s'appelle Quant Mask, pardon. Ça réconcilie les deux, ça stocke en local, ça stocke en chiffré, c'est-à-dire que vos données, elles sont cryptées, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais voilà, localement sur votre disque dur ou dans votre smartphone, et on travaille dessus, c'est pas encore finalisé, mais ça va sortir sur Quant Maps et Quant Search, notre moteur de recherche, pour que localement, votre historique de recherche soit stocké sur votre téléphone ou votre ordinateur, que donc votre ordinateur puisse vous le suggérer si vous recherchez la même chose que la dernière fois, mais pour autant, Quant n'y verra rien, ne saura pas et ne vous reconnaît pas du tout. Donc on peut avoir un modèle éthique, vertueux, où vous avez à la fois un service personnalisé et à la fois un respect de la vie privée, parce qu'on s'est un peu cassé la tête chez Quant pour vous fournir ce service éthique sans reposer sur un modèle de centralisation de l'Internet. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas juste une idée de chez nous, mais ça existe déjà sur des systèmes comme Mastodon, qui est un genre de Twitter décentralisé, PixelFed, qui est un genre d'Instagram, et PeerTube, qui est un genre de YouTube. Tout ça fait de façon décentralisée. Donc en fait, il y a tout un mouvement d'Internet qui se fait pour fournir des services qui sont utiles, qui sont sympas, mais qui ne reposent pas sur la centralisation d'Internet, qui ne reposent pas sur la collecte de données personnelles. Voilà, j'espère qu'on a le temps pour des questions. Merci. Je vous confirme qu'on a le temps pour des questions, bien sûr. Ici, monsieur, est-ce qu'on peut apporter... et madame. Donc on a deux questions. Voilà. On va vous apporter un micro. Je sais, oui. Il y avait un monsieur tout au fond aussi. Là. Oui, on a les trois là. Monsieur, madame et le monsieur au fond. Ouais, d'accord. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Qui se noyaient, donc, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de publicité dans Quant. Financièrement, comment ça peut être viable? Et c'est pour ça que j'ai gardé mes slides tout à l'heure, parce que je savais que parce que votre question est excellente. Et donc, si j'avais eu le temps, je l'aurais expliqué. Voilà. Comment est-ce que Quant gagne de l'argent? Il fait de la publicité. Il en fait peu par rapport aux autres moteurs, mais il en fait quand même. Mais il ne fait pas de publicité ciblée. Puisqu'on ne collecte zéro donnée sur les gens, on ne peut pas la cibler. Quand vous allez sur Quant, tout ce qu'on sait, c'est que vous avez un navigateur qui parle français, et donc c'est pour ça qu'il faut vous servir une page en français. Mais on ne sait pas si vous êtes un homme, une femme, on ne sait pas combien vous gagnez, on ne connaît pas votre adresse email, on ne connaît pas votre trace GPS, etc., etc. Par contre, il y a un truc qu'on sait, c'est ce qu'on appelle le contexte. C'est que ici, par exemple, moi j'ai cherché vélo. Et donc, je suis quelqu'un, la personne qui vient là, poser cette question, s'intéresse au vélo. Bah oui, elle a tapé vélo. Donc, il y a des chances que, là, pour le coup, c'est très clair que vous communiquez cette information. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des résultats, mais on met de la publicité ici en haut. Là, c'est dommage, on ne voit pas, mais en fait, il y a marqué que c'est une section publicitaire. Et là, par exemple, il y a une publicité pour Amazon ou il y a une publicité pour un site qui s'appelle santafixi.fr. Et si vous cliquez dessus, Quant est rémunéré. C'est ce qu'on appelle de la publicité contextuelle. Donc, c'est de la pub, mais sans données personnelles
associés à ça. Donc ça, c'est la première façon de gagner de l'argent. La deuxième, ça, j'ai cherché TV 4K, et alors là, on se doute bien, parce que c'est l'expérience, que les gens qui cherchent TV 4K, c'est pas pour lire des spécifications, la définition d'une télé 4K, ça peut être ça, mais souvent c'est un acte d'achat. Et là, à ce moment-là, on a un module qu'on appelle Quant Shopping ici, et donc on dit, puisque ce terme est un terme souvent associé à la vente, eh bien on va mettre des produits avec des photos, des prix, etc. Et si la personne clique dessus, eh bien à ce moment-là, Quant est rémunéré, sans savoir qui est la personne qui a cliqué dessus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Madame, vous aviez une question à vous tendre un micro. Bonsoir. Bonsoir, madame. Petite question. On peut considérer Quant un peu comme de l'open source accessible à tous. Comment vous pensez concurrencer des gens comme Google avec... au niveau performance, j'ai déjà été utilisatrice de Quant et j'ai remarqué... Je vous ai remercié trop tôt. Non, le principe est vraiment très bon, enfin, de mon point de vue. Et les résultats sont peut-être moins pertinents que ce qu'on peut avoir sur Google parfois. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait faire basculer un utilisateur Google sur Quant et quelle est votre stratégie de développement et qui pourrait permettre de faire basculer une masse de gens vers vos solutions? Alors, en fait, aujourd'hui, chez Quant, on n'a pas ce problème-là du tout. Les gens arrivent chez Quant parce qu'ils en ont marre d'être espionnés. Ils en ont marre de voir leurs données personnelles être utilisées contre eux. Le tout, c'est de faire connaître Quant. C'est objectivement la raison de ma présence ce soir. C'est comment est-ce qu'on peut exposer les gens à ce service qui est Quant, et les gens ils vont décider s'ils s'en servent ou pas. Moi d'ailleurs, c'est mon challenge pour vous ce soir, c'est de vous dire, installez l'application Quant sur votre smartphone, installez Quant comme moteur par défaut sur votre navigateur, vous allez sur quant.com et vous cliquez sur installer et ça se fait tout seul. Et ça, vous allez voir. Et si ça ne vous plaît pas, de toute façon, revenir à Google, c'est juste un clic, hein, c'est rien. Mais vous allez voir que c'est sympa de ne pas être pisté, c'est sympa d'avoir de la publicité contextuelle, d'avoir moins de publicité que sur Google et d'utiliser accessoirement un produit français d'une entreprise qui crée des emplois en France et qui paye ses impôts en France. Parce que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Ça, c'est une partie du projet de Quant, c'est créer des emplois en France et en région en particulier. Hein. Au départ, Quant était à Nice, c'est toujours à Nice, mais maintenant c'est aussi à Paris, à Épinal, à Rouen, à Ajaccio et peut-être même en Occitanie prochainement. Ça se murmure. Voilà. Donc, faire venir les gens, c'est pas un problème, il faut les exposer et dès qu'ils comprennent, ils viennent. Et puis parfois, peut-être que ça leur plaît pas, mais ils peuvent revenir un moment sur Google ou repartir définitivement s'ils le souhaitent. On leur donne le choix qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils ne savaient pas que Quant existait. Alors, on va prendre, parce qu'il y a de nombreuses questions. Monsieur au fond, ensuite il y a monsieur ici et 2 questions ici. Et on s'arrêtera là, parce mais on aura le temps de les traiter. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, ce serait si j'installe Quant sur mon Android ou sur mon Windows, est-ce que la surveillance ne peut pas se faire finalement au-dessus de Quant? Alors, effectivement, vous pouvez utiliser Quant dans Chrome, pas de problème. Il faut quand même aussi savoir qu'il y a des alternatives à Chrome. Donc, quand vous utilisez Quant sur un mobile, en fait, ce que vous ne réalisez pas forcément, c'est que l'application Quant, c'est un navigateur, et ce navigateur, c'est Firefox de Mozilla, Firefox mobile. Mais si vous êtes sur un PC, moi je vous recommande d'utiliser un autre navigateur, et ça peut être Vivaldi, ça peut être Opera, ça peut être Firefox, ça peut être Brave. Brave est particulièrement intéressant et très proche de Chrome, c'est la même technologie à l'intérieur, mais c'est débarrassé de tout l'espionnage qui va avec Google Chrome. Donc Brave ou Firefox sont 2 excellentes solutions. À titre personnel, j'utilise Firefox, mais c'est parce que j'ai passé 17 ans à travailler sur le projet Firefox, donc forcément ça laisse des traces. Monsieur là-bas. Et ensuite
Bonjour, alors je suis un utilisateur heureux de Qwen, je fais 90% de mes recherches dessus. Merci. Il y a quand même 10% où je suis obligé d'utiliser Moi, autre ça me chose. va. Hein. Par contre, pour le système de map, si je dois installer un logiciel sur mon ordinateur, qu'est-ce qui me dit que, à part votre bonne parole, que ça ne va pas être surveillé? Est-ce que vous êtes open source? C'est une excellente question. Effectivement, Mask est open source. Moi, j'ai tendance à dire logiciel libre parce qu'on a un joli mot en français pour en parler. Donc, ça veut dire que le code source est ouvert, il est public. Donc, vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Ou si vous ne savez pas, vous pouvez demander à quelqu'un s'il a confiance dans le truc. Il y a des systèmes d'audit, des gens qui font des audits du code. Et on peut aussi voir au niveau du réseau qu'il n'envoie pas de données à l'extérieur. Donc, effectivement, merci d'apporter ce point. Mask est un logiciel libre exactement parce qu'il est auditable. On peut soulever le capot, on peut regarder dedans et voir si la confiance qu'on met dedans est justifiée. Bon, la réponse est oui, je le sais, mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Vous pouvez demander à quelqu'un qui sait d'aller auditer le code de la chose. C'est pour ça qu'on met ce code source public pour être extrêmement clair sur le sujet. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour faire une bonne mesure, on chiffre vos données sur votre ordinateur pour être sûr qu'elles soient prises par personne d'autre que vous. Ici, il y avait des questions. Madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors moi, je voulais vous poser une question parce que nous, on a monté un portail Internet dans un domaine bien particulier sur lequel on a fait le choix aussi de ne pas revendre les données personnelles. Et parfois, on a un peu l'impression de prêcher dans le désert, c'est-à-dire que vous évangélisez, là, vous venez, vous essayez de faire passer le message. Mais nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une grosse difficulté, c'est qu'il y a une inertie de la part d'un nombre très important de gens et aussi un nombre très important de gens qui ne voient pas l'enjeu finalement qu'il y a derrière. Ils se trouvent ça sympa d'avoir des pubs qui sont adaptées à ce qu'ils cherchent. Ils trouvent ça sympa quand ils vont refaire une recherche que Google leur dise « Ouais, tu avais déjà cherché ça, donc je te le remets, etc. » Et l'enjeu de détricoter tout ça, en fait, ma question, c'est est-ce que des fois, vous n'avez pas aussi un peu l'impression de prêcher dans le désert? C'est sûr que ça demande de la persistance. Moi, ça fait des années. Hein. Quand j'ai quitté Mozilla il y a 5 ans, en fait, j'ai pris du temps pour écrire un livre dont j'ai à peine parlé tout à l'heure, qui s'appelle Surveillance. Bon, il a déjà 5 ans, c'est son défaut, mais il explique tout ça, pourquoi c'est un problème. Et puis, donc je l'ai écrit d'abord, je l'ai mis sur mon blog, donc vous pouvez y accéder gratuitement sur mon blog. C'est standblog.org et vous cherchez, vous verrez surveillance, etc. C'est le nom du livre. Vous pouvez accéder aux principaux chapitres gratuitement. Il y a un autre truc qui est bien quand même, c'est que l'actualité nous rappelle fréquemment que c'est un problème. Par exemple, Cambridge Analytica, c'était horrible, mais il y avait un côté vachement génial en même temps. C'est le côté pédagogique de la catastrophe. Vous voyez, quand même, c'est des gens qui ont bricolé les élections pour le Brexit et Trump. Ça a marché. Ils ont manipulé les foules sur la base des données personnelles des gens. Donc, il n'y a pas beaucoup plus éclatant comme preuve que ça, quoi. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines est sorti un documentaire qui s'appelle The Great Hack, qui est sur Cambridge Analytica. Il est disponible sur Netflix. Bon, c'est Netflix, hein. Bon. Mais au moins, déjà, vous allez voir, on passe un très bon moment à se documenter là-dessus, et c'est super. Enfin, moi, je vous recommande. Il y a aussi Snowden, un film Snowden de Oliver Stone, et il y a un autre film toujours sur Snowden qui s'appelle Citizen4, et qui est un documentaire qui a été tourné vraiment, on voit Glenn Greenwald qui récupère les données de Snowden dans une chambre d'hôtel à Hong Kong. Donc c'est pas une reconstitution, c'est un vrai truc. Citizen4, c'est extraordinaire. Je vous le recommande chaudement. Ça fait un peu des frissons. Bon, faut prendre un petit calmant après avant d'aller se coucher, quoi. Mais c'est vraiment un excellent film. On va prendre, à défaut d'un calmant, une dernière question.
Là, monsieur. Bonjour. Bonjour. Il y a un autre projet qui est très important dans le domaine de la confidentialité des données et de disons de la protection des personnes, c'est le projet Tor. Qu'est-ce que vous en pensez déjà du projet Tor, et est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin que la protection de la data, mais aussi de la protection de la navigation? Alors, c'est une excellente question. Je ne suis pas utilisateur de Tor moi-même, mais je les ai soutenus. Il y a eu, comme vous le savez peut-être, en fait, le projet Tor, il utilise le projet Firefox, pour lequel je travaillais. Moi, j'ai aidé au rapprochement des deux organisations. J'ai fait héberger, à l'époque où j'étais président de Mozilla Europe, j'ai fait héberger le projet Tor une semaine. On leur a prêté nos locaux à Paris pour qu'ils se retrouvent tous. Et donc, c'est un projet que je soutiens. Il est très utile. Maintenant, ils font très bien leur job. Mozilla Firefox fait très bien son job aussi. Nous, on a mis notre énergie autour du moteur de recherche et de la cartographie. Voilà, on essaye de faire un peu comme des briques de Lego que l'utilisateur pourra assembler pour répondre à ses besoins. Mais effectivement, et il y a d'autres projets aussi. Par exemple, si vous utilisez un mobile sous Android, vous savez peut-être que beaucoup des applications que vous installez sont équipées de mouchards qui pompent des données personnelles. Eh bien, il y a un projet français qui s'appelle Exodus Privacy, lequel fait un audit de vos applications et vous dit lesquelles contiennent des mouchards, lesquelles n'en contiennent pas. Donc voilà, ça c'est chercher Exodus Privacy. Il y en a qui prennent des notes là. Hein. Pardon ? Il y en a qui prennent des notes là. Mais je vous encourage à le faire. Hein, mais voilà. Merci Tristan Nitto, on peut l'applaudir. Merci C'est un beaucoup. plaisir.